Pendant des siècles, on a cru que les gigantesques têtes de pierre de l'île de Pâques n'étaient que des visages tournés vers la mer. Cependant, des découvertes archéologiques récentes ont révélé ce qui était caché sous le sol, transformant profondément ce que l'on pensait de cette civilisation. Les sculptures ne sont pas seulement des têtes, il s'agit de corps complets de géants profondément enterrés, entourés de gravures énigmatiques, de chambres dissimulées et d'indices d'une société bien plus complexe qu'on ne l'imaginait. L'île n'est pas seulement un monument, mais aussi un message. Une question se pose alors, qui a enterré ces géants et que cherchait-il à protéger? L'enquête a commencé par une découverte qui a bouleversé l'archéologie. En creusant sous l'une des célèbres sculptures, des scientifiques ont réalisé que le monde n'observait que la moitié de la vérité. Ce qui semblait être de simples têtes étaient en réalité des statues entières enfouies sous la terre. Certaines atteignaient presque 30 pieds de hauteur et présentèrent des bras repliés sur la poitrine, ainsi que des spirales et des symboles gravés dans le dos. Le sol a préservé ces détails avec précision pendant des siècles. Une autre révélation surprenante concernait l'orientation des statues. Contrairement à ce que l'on croyait, elles n'étaient pas tournées vers l'océan, mais vers l'intérieur de l'île, dirigées vers les anciens villages, comme des gardiennes veillant sur leur peuple. Autour des bases, les archéologues ont trouvé des outils et des sculptures inachevées, apparemment abandonnées de manière soudaine. Pourquoi ces géants ont-ils été enterrés de manière si délibérée? Cette question a conduit les chercheurs à approfondir les fouilles. À proximité de Rano Raraku, plusieurs puits cachés remplis d'une poudre rouge intense ont été découverts, scellés sous des couches de pierre. Initialement considérés comme de l'argile naturelle, l'analyse a révélé qu'il s'agissait d'un mélange raffiné d'hématite et de magnétite, des minéraux riches en fer transformés en un pigment sacré de couleur carmin. Chaque dépôt était soigneusement revêtu et recouvert, indiquant une conservation intentionnelle. Le fait le plus surprenant fut la datation. Ces pigments datent de siècles postérieurs à la disparition des forêts de l'île. Cela démontre que la société ne s'est pas effondrée après la déforestation. Au contraire, elle s'est adaptée, a maintenu ses rituels et est restée organisée. Dans les croyances polynésiennes, le rouge symbolisait le pouvoir et la protection divine, étant utilisé pour peindre statues, corps et objets cérémoniels lors d'événements sacrés. La grande quantité produite soulève une autre question. Pourquoi consacrer autant de ressources à des pigments rituels en période d'incertitude? La réponse semblait se trouver sous les plateformes où se dressaient les moailles. Lorsque les archéologues ont percé le sol sous ces plateformes, ils ont compris qu'il ne s'agissait pas de simples fondations, mais d'entrées vers des chambres cachées. Sous des couches de roches solides se trouvaient des compartiments scellés avec une précision remarquable, construits pour résister à des siècles de tremblements de terre, d'inondations et au passage du temps. À l'intérieur des squelettes, des outils en obsidienne et des bijoux fabriqués à partir de coquillages provenant de régions situées à des milliers de milles ont été découverts. Ces éléments montrent que les habitants de l'île étaient loin d'être primitifs. Ils disposaient de réseaux d'échanges, d'un savoir-faire artisanal et d'une organisation sociale. Les individus enterrés n'étaient pas des citoyens ordinaires, mais des dirigeants, des prêtres et des artisans hautement respectés, pour lesquels des monuments entiers furent érigés. Des offrandes de nourriture, de pigments et d'outils accompagnaient les corps, montrant que leur mémoire continuait d'être honorée après la mort. Le même pigment rouge recouvrait murs et os, révélant une dimension spirituelle et artistique du rite funéraire. Une autre découverte majeure eut lieu en 1978, lorsque des fragments trouvés près de plusieurs statues révélèrent des yeux sculptés en corail. Le chercheur Sergio Rapu démontra que ces pièces étaient taillées avec précision pour s'insérer dans les orbites des sculptures. Les yeux étaient faits de corail blanc, avec des pupilles en obsidienne ou en pierre volcanique rouge. Sous la lumière du soleil, ils donnaient aux statues l'apparence de figures vivantes observant les villages. Ce détail indiquait un processus rituel spécifique. Après la sculpture et le transport des moailles, la pose des yeux constituait l'acte final qui leur conférait la vie. Seules les figures les plus importantes recevaient des yeux, ce qui révélait une hiérarchie claire entre dirigeants et ancêtres.
L'enquête a également révélé une autre énigme. En 1864, le missionnaire Eugène Ayrault découvrit sur l'île des tablettes de bois couvertes d'inscriptions inhabituelles. Ces gravures appartenaient à un système d'écriture appelé Rongo-Rongo, considéré comme le seul système d'écriture développé dans tout le Pacifique. Les tablettes présentaient de petites figures humaines, animales, végétales et des symboles abstraits gravés à l'aide de dents de requin et de lames d'obsidienne. Le texte suivait des directions alternées, une méthode rare connue sous le nom d'écriture boustrophédon. Les chercheurs ont constaté que seuls quelques anciens savaient encore lire ces symboles. On suppose que ces inscriptions contenaient des généalogies, des chants religieux ou des informations astronomiques et historiques. Les tablettes étaient faites d'arbres qui n'existent plus sur l'île, prouvant leur grande ancienneté. Vers l'an 1400 de notre ère, une autre transformation majeure eut lieu. La construction des moaïs cessa brusquement et le système religieux changea. Les fouilles indiquèrent que la dévotion se concentra sur un nouveau culte, celui de l'homme-oiseau. Le centre de ce rituel était Orongo, un village cérémoniel situé au bord d'un cratère volcanique surplombant la mer. On y découvrit plus de 50 maisons en pierre et des centaines de gravures représentant des hommes-oiseaux, des créatures marines et le dieu créateur Make-Make. Le rituel annuel exigeait que des représentants de clans rivaux nagent à travers des eaux infestées de requins pour récupérer le premier œuf d'un oiseau marin sacré. Le sponsor du vainqueur devenait l'homme-oiseau, dirigeant de l'île pendant une année. Le pouvoir ne dépendait plus de la lignée, mais se gagnait par le courage et la dévotion, révélant une réorganisation sociale liée à la rareté des ressources. Pendant longtemps, les livres ont affirmé que les habitants avaient eux-mêmes détruit leur environnement et provoqué l'effondrement de leur société. Cependant, de nouvelles preuves archéologiques et des analyses ADN contestent ce récit. La population est restée stable et organisée pendant des siècles, sans signe de guerre généralisée ni de chaos. Il existe des indices d'une agriculture avancée, d'un leadership structuré et de la construction de monuments, même après la période supposée de déclin. La véritable dévastation ne s'est produite qu'après le contact avec les Européens. Au XIXe siècle, des expéditions de capture d'esclaves et des maladies étrangères ont décimé presque toute la population. De milliers de Rapa Nui, il ne resta qu'environ 100 survivants. En quelques générations, une grande partie de la langue, des rituels et des connaissances en sculpture disparut. Malgré cela, les survivants ont préservé leur identité. Des études génétiques confirment qu'ils ont maintenu leur héritage polynésien et reconstruit leur culture avec une résilience remarquable. Aujourd'hui, des technologies modernes telles que la numérisation tridimensionnelle et le radar à pénétration de sol continuent de révéler de nouveaux secrets sous l'île. Ce qui fut pendant des siècles considéré comme un mystère est désormais compris comme une histoire de créativité, de foi et de survie face à d'immenses défis. Les Moai n'étaient pas des statues silencieuses, ils étaient des gardiens, des narrateurs de mémoire et des symboles d'une civilisation qui a refusé d'être oubliée. Même enfouis pendant des siècles, leur message demeure. La grandeur peut naître même dans l'isolement, et l'histoire trouve toujours un moyen de s'exprimer. Merci d'avoir regardé. Pendant que vous êtes ici, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur l'une des vidéos recommandées à l'écran pour découvrir d'autres informations incroyables. À bientôt.